Elle tombe dans la neige et son chien révèle l'impensable. Elle s'effondre seule dans la neige. Sans papier, sans nom, personne ne la connaît, personne ne semble l'attendre, personne, sauf ce chien. Un chien qui refuse de s'éloigner, qui hurle à la mort dans une nuit glaciale. Et ce qu'il va faire, personne n'aurait pu l'imaginer. Ce n'est pas une histoire de hasard, ce n'est pas une simple chute, c'est le début d'un enchaînement de révélations si bouleversantes, si profondément humaines, qu'elles pourraient briser des cœurs ou les réparer à jamais, car derrière ce silence, il y a des vérités qu'on a tenté d'enterrer pendant plus de 30 ans. Vous ne verrez plus jamais un regard animal de la même manière. Installez-vous, respirez et laissez-vous emporter. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like si cette histoire vous touche et dites-nous en commentaire d'où vous regardez. Il neigeait sur Lyon ce soir-là. Une neige lourde, silencieuse, de celle qui étouffe les bruits et transforme la ville en un théâtre figé. Les réverbères projetaient des halos pâles sur les trottoirs déserts et le souffle du vent balayait les flocons dans une valse mélancolique. La ville semblait retenir son souffle. Dans le 7e arrondissement, à quelques pas de la station de métro Jean Massé, un chien aboyait sans relâche. C'était un bulldog français, petit, trapu, au pelage brun taché de blanc. Ses pattes tremblèrent de froid, mais il refusait de bouger. Il poussait doucement du museau le corps inerte d'une femme allongée sur le sol glacé. Elle était noire, d'un certain âge, le visage figé dans une expression douloureuse, presque paisible. Ses lèvres étaient ableuies. Ses mains nues posées sur la neige, à moitié refermées, comme si elle avait tenté de s'agripper à la vie. Le chien, désespéré, tirait doucement sur la manche de son manteau usé. Les passants se faisaient rares, et ceux qui le voyaient détournèrent les yeux, pressant le pas. Tous, sauf un. Malik, un jeune sans-abri d'origine algérienne, sortait de l'entrée d'un parking souterrain. Il entendit les aboiements perçants et s'approcha prudemment. Lorsqu'il vit la scène, son souffle se coupa. Il jeta son sac à dos au sol, s'agenouilla, et posa 2 doigts sur le cou de la femme. « Madame, vous m'entendez ? Madame ? Rien, juste le chien, qui léchait maintenant le visage de la femme, gémissant. « T'inquiète pas, mon pote, on va appeler les secours », murmura Malik en sortant son vieux téléphone fissuré. Quelques minutes plus tard, les gyrophares d'une ambulance déchirèrent la nuit. Les brancardiers descendirent en vitesse, posant des questions que Malik ne pouvait pas répondre. « On a un nom ? Des papiers ? Non, rien sur elle, juste ce chien. » Il était là tout du long. Alors qu'on soulevait la femme, le chien essaya de sauter sur la civière. Il aboya, jappa, griffa le métal, mais on l'en empêcha. Pas d'animaux dans l'ambulance. Il va falloir l'attacher quelque part. « Attendez !» s'insurgea Malik. Il l'a pas quitté une seconde. C'est peut-être tout ce qui lui reste. Le regard du brancardier se durcit. Il n'avait pas le temps pour les états d'âme. La porte se referma brusquement, laissant le chien hurler à la mort dans la nuit blanche. L'hôpital Édouard Herriot, quelques kilomètres plus loin. Urgence. On déposa la femme inconsciente sur un brancard, entourée de 2 infirmiers et d'un interne. Son corps était en hypothermie sévère, sa tension instable. Une jeune médecin-chef, au visage pâle et aux traits rigides, entra dans la salle. « Qu'est-ce qu'on a ? Femme, environ 65 ans. Pas d'identité. Hypothermie de stade 3. Elle a perdu connaissance sur la voie publique, secteur Jean Massé. Aucune blessure visible. Rien sur elle ? Pas de papier ? Téléphone ? Non, docteur Claire Moreau. » Claire fronça les sourcils. Elle avait l'habitude des cas anonymes. Mais quelque chose, dans le visage de cette femme, la troubla. Un sentiment diffus, presque oubliée, se mit à lui nouer la gorge. Elle secoua la tête et reprit sa posture professionnelle. Admission en réanimation, intubation, monitorage complet. Et trouvez-moi un nom, bon sang. On va pas l'appeler la dame en hypothermie pendant 3 jours. Une infirmière approcha timidement. Il y avait un nom cousu sur l'étiquette intérieure de son manteau. Clarisse Dossou. Claire se figea. Le nom résonna dans son esprit comme une cloche étouffée. Clarisse Dossou. D'un coup, un souvenir fugitif refit surface. Une voix lointaine, une berceuse africaine, des pleurs étouffés. Elle chassa ces images de son esprit et reprit d'une voix plus sèche. « Très bien. Dites aux admissions. Dossou Clarisse. Âge estimé. 65, 70. Pas de famille pour l'instant. Pas de contact d'urgence. Rien. Mais il y avait ce chien. Un chien ? Soupira Claire. On est à l'hôpital. Pas à la SPA. Pendant ce temps, à l'extérieur de la station Jean Massé, le chien n'avait pas bougé. Il s'était couché exactement à l'endroit où sa maîtresse était tombée. Il ne faisait plus que pleuvoir des flocons sur son dos. Il grelottait, ses yeux fixés dans le vide, attendant. Julien, un jeune infirmier en début de service, revint par curiosité sur les lieux. Il s'approcha doucement du chien, qui ne grogna pas. Il leva à peine les yeux vers lui, comme s'il l'implorait de l'aider à retrouver ce qu'il avait perdu. « Salut, toi ? C'est toi, Ringo ?» Il lut le nom gravé sur un petit collier de cuir, un simple médaillon en forme d'os. « Ringo. » Julien tendit la main, caressa doucement sa tête. « T'as pas l'air méchant, ni fou. Viens, on va te trouver un coin au chaud. » Il l'emmena avec lui, dans sa petite voiture, direction l'hôpital, en secret. Dans une salle d'observation, Clarisse murmura dans son sommeil. « Ringo, mon fils, laissez-moi, je veux juste les voir. » Julien, penché sur elle, frissonna.
Il sentit quelque chose d'injuste, d'inhumain, dans cette femme abandonnée à la mort sans que personne ne semble s'en soucier. Il savait qu'il ne devait pas s'attacher, mais c'était déjà trop tard. Dans un recoin de l'hôpital, Ringo dormait recroquevillé sur une couverture. Pourtant, dès que Claire passa dans le couloir, il se redressa brusquement. Il se mit à la suivre du regard, les oreilles droites, le corps en alerte. Il grogna doucement, pas de peur. De mémoire, Claire s'arrêta. Elle croisa son regard, et pour la première fois depuis très longtemps, elle sentit une chose étrange lui tordre les entrailles. La sensation vertigineuse qu'un passé enfoui depuis des décennies était en train de remonter à la surface. Le lendemain matin, une fine pellicule de givre recouvrait les vitres de l'hôpital Édouard Herriot. Le silence feutré des couloirs était seulement troublé par le bruit lointain des moniteurs et le chariot métallique d'un agent d'entretien. Julien arriva tôt, trop tôt, même pour un jeune infirmier en formation. Mais il n'avait pas dormi. Toute la nuit, les images de la veille tournaient en boucle dans sa tête. Le corps étendu dans la neige, le chien hurlant à la mort, les mots murmurés dans le coma. Ringo, mon fils. Julien n'avait pas le droit, mais il avait pris Ringo avec lui. Il l'avait fait entrer par une porte arrière du bâtiment, là où les livraisons de linge étaient déposées. Il avait installé le chien dans une petite salle de pause désaffectée au sous-sol. Une couverture, un bol d'eau, un reste de son sandwich au fromage. Ringo avait mangé, bu, puis s'était allongé, les yeux fixés sur la porte, comme s'il attendait qu'on vienne le chercher. À cette heure, Julien descendit le voir. Il ouvrit doucement la porte. Ringo se redressa immédiatement, remuant timidement la queue. « Salut, vieux. T'as passé la nuit ici, hein? Pas très digne pour un héros comme toi. » Il s'agenouilla, caressa sa tête. Les yeux du chien semblaient humains, comme s'ils contenaient toute la douleur du monde. Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'était pas du genre sentimental, mais quelque chose chez Ringo, sa patience, sa loyauté muette, le touchait profondément. « On va te retrouver ta maîtresse, promis. » Pendant ce temps, au 3e étage, Clarisse était toujours inconsciente, mais ses constantes vitales s'étaient stabilisées. Claire passait en revue les dossiers des patients admis pendant la nuit. Quand elle tomba sur le nom de Clarisse Dossou, son cœur manqua un battement. Elle fixa l'écran de l'ordinateur, le prénom, le nom, le visage sur la photo d'admission. Quelque chose cognait contre les murs de sa mémoire. Elle se leva brusquement, traversa le couloir d'un pas sec et entra dans la chambre 327. Le silence y régnait, à peine rompu par le bip régulier du moniteur cardiaque. Clarisse semblait dormir, paisiblement. Claire s'approcha, lentement. Elle observa les traits de la patiente. Pommettes hautes, front large, cils courbés. Elle-même avait ses cils. Depuis toujours, on lui disait qu'ils étaient exotiques, hors du commun. Enfant, elle en était fière. Aujourd'hui, il lui faisait honte. Elle tendit une main, hésita à la toucher. Mais la peur l'arrêta. Une peur sourde, irrationnelle. Elle sortit de la chambre précipitamment, comme si elle avait frôlé un fantôme. Au sous-sol, Julien discutait avec Élodie, une aide-soignante discrète, la cinquantaine bien tassée, regard bienveillant et lunettes constamment embuées. « Je sais que c'est pas réglementaire, Élo, mais regarde-le, il la cherche, il comprend tout. » Élodie observa Ringo, qui s'était levé dès qu'elle avait franchi le seuil. « Tu sais quoi, Julien? Ce chien me dit quelque chose. » « Comment ça? Il y a quelques mois? » « Non, presque 1 an maintenant. Une femme est venue à l'accueil avec ce chien. Elle disait chercher quelqu'un, une femme blanche, infirmière dans cet hôpital. Elle n'avait pas de nom, juste une vieille photo. Je me souviens du chien parce qu'il aboyait à chaque fois que quelqu'un sortait du service pédiatrie. Tu te rappelles de son nom? Non, mais c'était la même femme, j'en suis presque sûre. Plus maigre, plus triste. Elle s'est restée assise là des heures, puis elle est repartie, sans un mot. Julien sentit son estomac se nouer. Et personne ne l'a aidée? Élodie haussa les épaules. Gênée. Tu sais comment c'est, elle avait l'air un peu perdue. Pas agressive, mais on a nos protocoles. Julien ne répondit pas, mais il sentit monter en lui une colère sourde. Et un étrange pressentiment. Cette histoire n'était pas qu'un simple accident. Quelque chose de bien plus ancien, de bien plus grave, dormait sous la surface. Plus tard, alors que Claire traversait un couloir pour se rendre au service de réanimation, Ringo, tenu en laisse par Julien, la vit. Il se figea. Puis, lentement, s'avança. Julien tenta de le retenir, mais le chien tira, obstiné. Il s'approcha de Claire, s'assit, la fixa droit dans les yeux, puis il gémit. Un petit cri, presque plaintif. Un appel. Claire recula d'un pas, son regard croisa celui de l'animal. Et là, un frisson glacé lui traversa la colonne vertébrale. Ce regard, elle l'avait déjà vu. Ce gémissement, elle l'avait déjà entendu. Ringo avança encore, remua la queue, posa une patte sur la chaussure de Claire. « Tenez votre chien », lança-t-elle sèchement, presque tremblante. « Il vous connaît, Claire », répondit Julien, intrigué. « N'importe quoi. Sortez cet animal de l'hôpital. Immédiatement. Il ne vous lâche pas du regard. Dehors, Julien. C'est un ordre. » Elle tourna les talons, mais ses pas résonnaient plus vite que d'habitude. Julien resta là, interdit. Ringo assis à ses pieds, l'air profondément triste. Le soir tomba sur Lyon. Les lumières des appartements s'allumaient une à une. Dans la chambre 327, Clarisse ouvrit doucement les yeux, à moitié consciente. Ses lèvres bougèrent à peine. Julien, de garde,
se précipita vers elle. « Madame Dossou, vous m'entendez » Elle ouvrit la bouche. Un souffle, à peine audible. « Ringo, Claire, ma petite » Puis elle retomba dans un sommeil profond. Julien resta là, figé, une main posée sur la rampe du lit, les mots de Clarisse tournant en boucle dans son esprit. Claire, Ringo, ma petite. Et tout à coup, une idée terrible lui traversa l'esprit. Et si tout cela était lié? Claire se regardait dans le miroir des toilettes du personnel. Elle avait les traits tirés, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Autour d'elle, l'hôpital s'éveillait lentement, mais dans sa tête, un vacarme sourd l'empêchait de penser clairement. Les mots murmurés par la patiente, Ringo, Claire, ma petite, tournaient en boucle dans son esprit comme une rengaine impossible à faire taire. Elle ouvrit le robinet, éclaboussa son visage d'eau glacée, espérant dissiper ce malaise qui s'était installé depuis l'instant où elle avait posé les yeux sur cette femme. Mais rien n'y faisait. Le malaise persistait. Plus que ça, une sensation étrangère s'insinuait en elle. La peur. La peur de ce qu'elle pourrait découvrir si elle cherchait trop loin. En sortant des toilettes, elle croisa Julien dans le couloir. Il la salua poliment, mais elle détourna le regard. Il la suivit néanmoins. « Docteur Moreau ?» Un instant, elle soupira, s'arrêtant à contre-cœur. « Qu'y a-t-il, Julien ?» « J'ai consulté les archives. Je sais que ce n'est pas vraiment dans mon rôle. Mais ce cas me trouble. Ce n'est pas à vous d'enquêter. Je sais, mais j'ai trouvé une fiche d'admission de 1989. Une femme du nom de Clarisse Dossou. Elle avait accouché ici, dans cet hôpital, d'une petite fille. » Claire sentit ses genoux faiblir. Elle s'accrocha à la tablette murale du couloir. Et alors, ce n'est pas la seule femme à avoir accouché ici cette année-là. Julien hésita, puis tendit une feuille imprimée. L'enfant n'a jamais été revendiquée officiellement. Elle a été confiée à un foyer, puis adoptée. Le nom de la famille adoptive, c'est le vôtre. Claire prit la feuille d'une main tremblante. Elle lut, relut. Le papier lui brûlait les doigts. C'est absurde. C'est une coïncidence. Vous êtes née en 1989, non ? Le 22 mars ? Elle ne répondit pas. Son regard s'était vidé, comme si on venait de lui retirer le plancher sous les pieds. Julien baissa la voix. Si c'est vrai. Alors cette femme n'est pas une inconnue. Elle est peut-être... Non, coupa Claire. Je vous interdis de continuer cette phrase. Vous ne voulez pas savoir ? Vous ne voulez même pas envisager que ce serait dire que ma vie entière repose sur un mensonge, que mes parents, ceux qui m'ont élevée, m'ont caché ça, que je suis le produit d'un abandon. Peut-être pas un abandon, peut-être un arrachement. Claire serra la feuille contre elle, puis la froissa dans un geste de colère contenue. Restez à votre place, Julien. Occupez-vous de vos patients, pas de mes origines. Et elle s'éloigna à grands pas, laissant Julien seul dans le couloir. Dans la salle de repos du sous-sol, Ringo tournait en rond. Depuis le matin, il refusait de manger. Il avait reniflé les couloirs, aboyé doucement à chaque fois qu'il entendait un pas familier. Lorsque Claire était passée à l'étage du dessus, il s'était dressé, les oreilles tendues, comme s'il sentait quelque chose au-delà des murs. Julien, inquiet, retourna le voir en fin de journée. « Qu'est-ce que t'essaies de me dire, hein ? Tu sais, toi, tu sais quelque chose qu'on refuse de voir. » Il s'assit à côté du chien, appuya son dos contre le mur. Le silence de l'animal était plus éloquent que n'importe quelle parole. Ringo avait ce regard de ceux qui ont tout vu, tout enduré. Julien enleva son badge, le posa sur la table. Il était prêt à tout risquer. Il se leva, sortit son téléphone. Il composa un numéro qu'il avait trouvé sur une ancienne fiche d'adoption, oubliée dans les archives. Une ligne fixe à Saint-Étienne. « Allô ? Bonjour. Je cherche des informations sur une adoption datant de 1989. Il s'agit d'une petite fille prénommée Claire. » Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. « Qui êtes-vous ? » demanda une voix féminine, méfiante. « Je suis infirmier à Lyon. L'une de nos patientes pourrait être sa mère biologique. » La femme raccrocha. Claire, de son côté, était retournée dans l'appartement de ses parents adoptifs, rue de la République. Dans une boîte en fer, dissimulée derrière des dossiers fiscaux, elle retrouva une lettre jaunie. Elle l'avait déjà lue, mais n'en avait jamais compris le sens. Cette fois, elle la décacheta avec des mains tremblantes. « Ma chérie, je sais que le jour viendra où tu poseras des questions. Tu es brillante, curieuse, et il n'était jamais question de te cacher la vérité, mais seulement de te protéger. Quand nous t'avons adopté, tu avais à peine 3 jours. On nous a dit que ta mère ne pouvait pas s'occuper de toi. Pas qu'elle ne le voulait pas, mais qu'elle n'avait pas les moyens. Elle pleurait, elle criait ton prénom. Mais la justice avait déjà décidé pour elle. Son nom était Clarisse Dossou. Nous ne l'avons jamais revue. » Claire relut ces lignes des dizaines de fois. Chaque mot résonnait comme une gifle. Elle resta là, des heures, immobile, la lettre contre son cœur. Le lendemain, lorsqu'elle entra à l'hôpital, tout semblait flou. Les visages, les bruits, les odeurs. Elle se rendit à la chambre 327, sans même s'en rendre compte. Clarisse était toujours là, endormie, paisible, comme si elle l'attendait. Claire posa la main sur la porte vitrée. « Et si c'était vrai ?» murmura-t-elle. « Et si c'était toi, maman ?» Claire resta là, figée, devant la porte de la chambre 327, la main posée contre la vitre froide, comme si ce simple contact pouvait la ramener 36 ans en arrière. Elle observait Clarisse, allongée dans le lit, ses traits émaciés mais étrangement familiers.
Il y avait quelque chose dans l'arrondi de son menton, dans la courbe fine de ses sourcils, dans la manière dont sa poitrine se soulevait lentement sous la couverture. Un écho du passé qu'elle ne pouvait plus nier. Elle fit volte-face. Elle n'était pas prête. Pas encore. Elle descendit au vestiaire des médecins, ouvrit son casier d'un geste mécanique. À l'intérieur, parmi les blouses pliées avec rigueur, elle retrouva ce vieux carnet beige que sa mère adoptive lui avait offert à l'adolescence, pour écrire ce que les mots ne savent pas dire. Elle n'y avait jamais rien écrit. Jusqu'à aujourd'hui, assise sur le banc en bois, elle ouvrit une page et traça au stylo. Et si la vérité faisait plus mal que le mensonge, pendant ce temps, Julien, plus déterminé que jamais, poursuivait son enquête. Il s'était rendu aux archives départementales de Lyon après avoir menti à son supérieur pour obtenir un jour de congé. Grâce à son badge d'hôpital et à un sourire habile, il obtint l'accès à des documents anciens. Parmi eux, une série de dossiers confidentiels datant de la fin des années 1980. Signalements sociaux, rapports de la DSS, décisions de placement d'enfants. Il retrouva la trace d'une certaine Clarisse Dossou, 24 ans, femme de ménage à l'époque, résidente dans un foyer à Villeurbanne, célibataire. Sans soutien familial, elle avait donné naissance à une fille prénommée Claire, prénom choisi malgré l'insistance des services sociaux à l'en dissuader, prétextant qu'elle ne devait pas s'attacher. L'enfant fut retiré d'office, sous justification de conditions d'hébergement incompatibles avec le développement de l'enfant. Julien sentit une rage monter en lui. Clarisse n'avait pas abandonné sa fille, on la lui avait volée. Le soir, dans sa chambre, Claire déplia tous les éléments, la lettre de sa mère adoptive, la fiche de naissance que Julien avait imprimée en douce et maintenant une photo déterrée dans un tiroir. Elle, bébé, dans les bras d'une femme dont on ne voyait que les mains. Des mains sombres, grandes, solides, délicates. Claire n'avait jamais vraiment regardé cette photo. Aujourd'hui, elle la scruta comme une enquête. Elle en zooma chaque recoin. Il y avait, au fond de l'image, un miroir. Et dans ce miroir, flou mais visible, le reflet d'un visage, celui d'une jeune femme noire, au regard douloureux mais fier. Elle resta sans voix. Et puis, une question la frappa de plein fouet. Pourquoi ses parents adoptifs ne lui avaient jamais montré cette photo? Pourquoi avoir gardé le silence si longtemps? Elle se rendit chez elle, à Saint-Étienne, dans la vieille maison familiale, désormais vide depuis la mort de ses parents. Là, dans la chambre de sa mère, elle trouva une boîte verrouillée. Elle connaissait la combinaison, la date d'adoption. À l'intérieur, des lettres jamais envoyées. Des courriers écrits par une certaine Clarisse Dossou, adressés à la DASS, au tribunal, aux services sociaux. Des lettres en français hésitants, tremblantes, mais pleines d'amour. « Je vous supplie, laissez-moi la voir, je peux apprendre, je peux travailler plus. Elle est ma seule raison de vivre. Je m'appelle Clarisse Dossou, je suis sa mère. » Claire s'effondra sur le sol. Les lettres éparpillées autour d'elle. Elle sanglotait, brisée, elle comprenait. Tout ce qu'on lui avait raconté n'était qu'un mensonge bienveillant, mais un mensonge tout de même. Le lendemain, elle se présenta dans la chambre 327. Clarisse était éveillée, mais faible. Son regard se posa sur Claire et s'illumina. « Claire », chuchota-t-elle, comme une prière exaucée. Claire s'approcha, lentement, le cœur battant à rompre sa cage thoracique. Elle s'assit au bord du lit, posa une main hésitante sur celle de la vieille femme. « Pourquoi ne m'as-tu jamais retrouvée ?» demanda-t-elle, la voix serrée. Clarisse ferma les yeux. Une larme roula le long de sa joue. « Je t'ai cherché toute ma vie, mon enfant. Mais personne ne m'a écoutée. On disait que j'étais folle ou dangereuse, que je devais tourner la page. Mais comment tourner la page d'un enfant qu'on a porté 9 mois et aimé chaque seconde ?» Claire éclata en sanglots, pour la première fois devant elle. Elle se laissa aller, posant sa tête sur la poitrine maigre de Clarisse, écoutant son cœur battre encore, ce cœur qu'elle avait failli ne jamais connaître. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Tu n'as rien à te faire pardonner, mon ange. » De l'autre côté de la porte entr'ouverte, Ringo s'était couché. Il regardait la scène en silence, ses yeux brillants d'une étrange sagesse, comme s'il comprenait que, malgré les années volées, une partie du destin venait enfin d'être réparée. Mais ce n'était que le début, car tout ce qui avait été tu allait bientôt exploser. La lumière d'un matin gris filtrait à travers les stores de la chambre 327. L'atmosphère était suspendue, comme si le temps hésitait à reprendre sa course. Claire, assise dans un fauteuil à côté du lit, veillait en silence. Elle n'avait pas bougé depuis l'aube. Clarisse dormait à demi, épuisée par l'émotion de la veille. La main de sa fille reposait dans la sienne. 2 peaux de teintes différentes, 2 générations séparées par un monde de souffrance, enfin réunies. Dans le couloir, Julien observait discrètement la scène à travers l'entrebâillement de la porte. Il avait le souffle court, le cœur serré par l'intensité de ce qu'il voyait.
Lui qui avait toujours cru que la médecine consistait à réparer des corps, comprenait à cet instant que le plus difficile était de recoller des âmes. Ringo, fidèle sentinelle, était allongé au seuil de la chambre, la tête posée sur ses pattes avant. Il ne faisait pas un bruit, mais ses yeux ne quittaient jamais Claire. Il la suivait partout, il l'écoutait, il la comprenait, comme s'il portait en lui les souvenirs que sa maîtresse n'avait jamais pu raconter. « Elle est si calme », murmura Claire, s'adressant à Julien sans le regarder. « Depuis que je suis là, elle dort paisiblement. Peut-être qu'elle a enfin trouvé ce qu'elle cherchait ?» répondit-il avec douceur. « Je ne sais pas comment pardonner, Julien. Ce n'est pas à toi de tout porter. Tu viens de retrouver ta mère. Tu as le droit d'être perdu, en colère, brisé, mais tu as aussi le droit de l'aimer. » Claire ferma les yeux. Une larme coula silencieusement le long de sa joue. Depuis cette nuit, elle n'avait cessé de revivre son enfance, les anniversaires sans question, les regards fuyants de sa mère adoptive, les silences lorsque, petite, elle demandait pourquoi sa peau était plus foncée que celle de ses camarades. Chaque détail prenait un nouveau sens. Chaque non-dit devenait un cri étouffé. Dans l'après-midi, Clarisse se réveilla. Sa voix était rauque, ses paupières lourdes. Elle sourit faiblement en voyant Claire penchée sur elle. « Tu es revenue, je suis là, maman. » Ce mot, ce simple mot, déclencha chez Clarisse une vague d'émotions si puissante qu'elle se mit à pleurer sans retenue. Des larmes de soulagement, de douleur, de gratitude. « Je croyais que je mourrais sans jamais t'entendre m'appeler ainsi, » souffla-t-elle. Claire posa une main sur son front, chassant une mèche de cheveux gris. « Raconte-moi tout, je veux comprendre. Je veux savoir ce qu'ils m'ont caché. » Clarisse ferma les yeux quelques instants, rassemblant ses forces. « J'avais 24 ans, je venais d'arriver du Bénin. Je faisais des ménages dans les hôtels, des gardes de nuit dans les maisons de retraite. Quand je suis tombée enceinte, le père t'a reniée. J'étais seule, sans papier, sans droit. Quand je t'ai eue, je me suis battue. Mais ils m'ont enlevée, une assistante sociale. Elle a dit que je ne pouvais pas t'élever, que je vivais dans un foyer, que tu méritais mieux. Ils ont signé les papiers sans même que je les comprenne. Je n'ai même pas pu te serrer contre moi une dernière fois. » Claire écoutait, le visage figé, les yeux baignés de larmes. Elle ressentait une douleur ancienne, mais nouvelle à la fois, une injustice profonde. Elle posa sa main sur la poitrine de sa mère, sentant les battements lents, mais vivants. « Ils t'ont effacée de ma vie, et je t'ai crue morte. Alors que tu étais là, quelque part, seule, cherchant un visage que je ne connaissais même pas. »« Je n'ai jamais cessé d'espérer, » répondit Clarisse. « Je venais devant l'hôpital, j'espérais te croiser. Je te voyais parfois, de loin je crois. Une femme en blouse blanche, toujours si droite. Tu ressemblais à ton père, mais tu avais mon regard. » Claire frissonna. Elle s'effondra contre elle, la tenant doucement, comme pour réparer chaque année volée. Ce soir-là, elle décida de ne pas rentrer chez elle. Elle dormit sur un petit lit de camp, dans la salle de repos, à quelques mètres à peine de la chambre de Clarisse. Elle avait besoin de rester là, d'écouter sa respiration, de veiller sur elle. Ringo, lui, dormait à ses pieds. Vers 3 heures du matin, Clarisse eut un malaise. Une alarme retentit. Julien accourut, suivi d'un médecin de garde. Claire s'éveilla en sursaut, son cœur battant à tout rompre. Ils stabilisèrent Clarisse rapidement. Elle avait simplement eu un épisode de tachycardie. Mais l'incident rappela à tous une chose essentielle. Le temps était compté. Claire demanda à Julien de rester seul avec elle un moment. « Je veux lui dire au revoir, s'il faut, maintenant. » Julien hocha la tête. Il comprenait. Claire entra dans la chambre, s'assit à côté de sa mère. Clarisse était consciente, mais fatiguée. Son visage était plus pâle que jamais. « Maman » murmura Claire. « Je t'ai retrouvée et je ne veux plus te perdre. » Clarisse prit sa main. « Je suis prête, mon enfant. Tu m'as rendue complète. Ringo va veiller sur toi maintenant. »« Non, reste encore un peu. Je n'ai pas fini de te parler, de t'aimer. » Clarisse sourit. « Tu es forte, Claire. Forte. Bien plus que moi. Je pars en paix. » Et dans un souffle, elle ajouta « Promets-moi de lui donner une maison. Ringo n'a connu que les trottoirs. Il mérite un foyer. Il mérite toi. » Claire hocha la tête, incapable de parler. Elle resta à son chevet toute la nuit, tenant sa main. Et à l'aube, Clarisse s'endormit une dernière fois, dans le silence apaisé d'un monde enfin réparé. L'aube se levait sur Lyon, pâle et silencieuse, comme un voile posé sur une ville en deuil. Le soleil ne perçait pas encore les nuages. Dans la chambre 327, l'air était figé. Claire se tenait debout, droite, le regard fixé sur le corps sans vie de sa mère. Clarisse reposait comme une statue de paix, les traits détendus, les mains jointes sur sa poitrine, comme si elle s'était doucement effacée du monde, le cœur apaisé. Ringo n'avait pas bougé depuis des heures. Il était couché au pied du lit, les oreilles basses, le museau posé au sol. Son souffle était lent, régulier, mais ses yeux restaient ouverts, fixés sur Clarisse. Il ne gémissait pas, ne remuait pas. Il veillait, fidèle jusqu'au bout. Julien entra en silence. Il connaissait ce moment. Il en avait vu d'autres, mais jamais aussi déchirants. Claire ne dit rien. Elle ne pleurait pas. Elle était au-delà des larmes. C'était une douleur plus profonde, plus ancienne, celle d'un amour retrouvé pour être aussitôt arraché.
Elle est partie paisiblement, murmura-t-il. Claire hocha la tête. Je le sais, je l'ai senti. Elle se retourna vers lui. Il faut que je parle, que je dise tout. Tu es sûr? Ce n'est pas une décision facile. Justement, ça fait 36 ans que personne n'a rien dit, que tout le monde se tait. Le silence a tué plus que la vérité. Julien lui posa une main sur l'épaule. Alors fais-le, je serai là. Quelques jours plus tard, à l'auditorium de l'hôpital, une cérémonie d'hommage avait été organisée pour les patients sans famille reconnus. C'était une tradition discrète, peu médiatisée, mais précieuse. Une manière de ne pas laisser les morts partir dans l'oubli. Claire demanda à prendre la parole. Devant une trentaine de collègues, de patients et de visiteurs, elle monta sur l'estrade. Son regard balaya la salle. Elle inspira profondément. « Je suis le docteur Claire Moreau, mais aujourd'hui, je suis avant tout la fille de Clarisse Dossou. » Un murmure traversa la salle. Certains se redressèrent, d'autres échangèrent des regards confus. Il y a quelques semaines, j'ai croisé une femme dans le coma. Une inconnue, je croyais. Mais cette femme, c'était ma mère, ma vraie mère, celle qu'on m'a enlevée quand j'étais bébé, sous prétexte qu'elle n'était pas apte. Une femme noire, immigrée, sans ressources, mais avec un amour infini. Elle m'a cherché toute sa vie, et on ne l'a jamais écoutée. Elle marqua une pause, la gorge nouée. Je me tiens devant vous pour dire que le système a échoué, qu'on a arraché une mère à son enfant, sous couvert de bienveillance, qu'on a créé des silences, des douleurs invisibles, mais ravageuses. Julien, debout au fond de la salle, sentit ses yeux s'embuer. Ringo était couché à ses pieds. Claire reprit. « Elle est morte il y a quelques jours, dans mes bras, et avant de partir, elle m'a laissé un dernier souhait, que son histoire soit connue, que ce genre d'injustice ne soit plus jamais répété, que ceux qui aiment ne soient plus séparés par l'ignorance ou la peur. » Un silence absolu suivit son discours. Puis, lentement, une infirmière se leva, puis un autre médecin. Et bientôt, toute la salle se leva, dans un hommage silencieux et bouleversant. Plus tard, Claire reçut une lettre. Une vieille collègue de sa mère adoptive lui avait écrit. « Je savais pour Clarisse, je l'avais vue un jour, devant l'hôpital. Elle portait un foulard bleu. Elle t'avait vu passer et elle s'était cachée. Elle avait peur. Elle pensait que tu la rejetterais. Je n'ai jamais eu le courage de te parler de ça. Je suis désolée. » Claire ferma les yeux. Chaque mot confirmait ce qu'elle avait senti. Clarisse n'avait jamais cessé d'aimer. Elle décida alors de retourner au Bénin. Accompagnée de Julien et de Ringo, elle arriva à Cotonou sous une chaleur étouffante. Les rues étaient animées, colorées, bruyantes. Mais Claire n'entendait que le battement de son cœur. Elle trouva la maison où Clarisse était née. Une vieille bâtisse en terre rouge, au toit de tôle, à moitié effondrée. Une vieille tante l'attendait là, les bras ouverts, des larmes dans les yeux. Sur la plage, au coucher du soleil, Claire ouvrit l'urne contenant les cendres de sa mère. Le vent les emporta doucement vers l'horizon. « Tu es chez toi maintenant, maman », murmura-t-elle. Ringo, à ses côtés, se mit à aboyer doucement, comme pour dire au revoir. Et Claire comprit, en regardant l'océan, que malgré toute la douleur, elle avait reçu un cadeau inestimable, la vérité, l'amour et le devoir de ne plus jamais se taire. Le retour en France fut silencieux. Dans l'avion, Claire tenait Ringo contre elle comme un enfant. Le chien ne dormait pas. Il veillait, la truffe posée sur ses genoux, comme s'il percevait que sa maîtresse n'était plus là pour le guider, mais que son héritage, invisible et immense, vivait désormais à travers Claire. Les jours qui suivirent furent flous. Des démarches administratives, des lettres de remerciement, des articles de journaux qui racontaient l'incroyable histoire d'une médecin lyonnaise ayant retrouvé sa mère biologique à l'hôpital même où elle exerçait. Mais aucun article ne pouvait saisir la douleur intime, les silences désormais hantés, les souvenirs qui revenaient comme des échos inachevés dans la tête de Claire. Un matin, alors qu'elle consultait les affaires laissées par Clarisse, elle découvrit une enveloppe beige, pliée en deux, adressée « Pour ma fille, à lire quand je ne serai plus là ». Les mains tremblantes, elle ouvrit la lettre. L'écriture était hésitante, avec des fautes, mais chaque mot portait un poids d'éternité. « Ma Claire, je ne sais pas si tu liras cette lettre un jour. Peut-être que je ne trouverai jamais le courage de te la donner en main propre. Mais je veux que tu saches que je ne t'ai jamais oubliée. Pas un jour. Je t'ai vue, parfois, de loin, belle, forte, médecin, exactement ce que j'aurais rêvé que tu deviennes. Même sans moi, tu as brillé. Mais moi, je suis restée dans l'ombre. Pas par lâcheté, par peur de te faire du mal, par peur que tu ne veuilles pas de moi. Ringo a été mon seul confident pendant toutes ces années. Il a connu mes nuits sans sommeil, mes prières, mes larmes. Il t'a vu, lui aussi. Il te connaît. C'est pourquoi je te le confie. Il est la mémoire vivante de notre amour volé. Je veux te demander une dernière chose. Aime. Aime sans peur, sans silence, sans regret. Tu es ma fille et je suis fière de toi. Ta maman qui t'aime toujours, Clarisse. Claire lut la lettre 3 fois. Puis elle se mit à pleurer, pas comme un adulte, mais comme une enfant, une petite fille qui avait attendu trop longtemps qu'on lui dise qu'elle était aimée. Quelques jours plus tard, Claire prit une décision inattendue. Elle annonça à la direction de l'hôpital qu'elle prenait un congé sabbatique. Elle voulait partir un moment, réfléchir,
respirer. Personne n'osa contester. Tous comprenaient, à leur manière, qu'elle portait désormais une histoire trop grande pour se fondre dans la routine des gardes et des consultations. Elle acheta une petite maison à la campagne, à quelques kilomètres de Vienne. Une bâtisse en pierre, modeste mais chaleureuse. Elle y emménagea avec Ringo. Il avait un jardin à lui seul et des fenêtres baignées de lumière où il aimait s'allonger l'après-midi. Julien venait souvent lui rendre visite. Parfois, il ne disait rien. Il s'asseyait sur la terrasse, face aux collines, une tasse de thé entre les mains, Ringo allongé entre eux. Le silence n'était plus une fuite, c'était une paix. Un soir, alors que le crépuscule s'étendait sur la campagne, Claire alluma une bougie. Elle plaça devant elle une photo de Clarisse, retrouvée dans un carton. C'était une image floue, mal cadrée, mais le sourire de sa mère y brillait comme une étoile. Elle murmura « Tu m'as appris à ne plus avoir peur, à dire ce qui brûle, à aimer, même dans le chaos. » Ringo s'approcha. Il posa la tête sur ses genoux, et dans ce geste simple, ce contact doux et ancien, elle sentit que rien n'était vraiment fini, parce que l'amour, le vrai, ne meurt jamais, il veille, il attend, il aboie parfois dans la neige, pour qu'on entende enfin l'écho d'une vérité trop longtemps enterrée. L'automne était arrivé à Vienne, les feuilles craquaient sous les pas dans le petit jardin, et l'air frais portait l'odeur humide de la terre. Le paysage avait changé, comme Claire. Il n'y avait plus dans ses gestes cette tension permanente qu'elle avait portée toute sa vie, ce besoin de contrôler, de prouver, de se protéger. Depuis Clarisse, quelque chose en elle s'était fissuré, et dans cette brèche, la lumière avait enfin pu entrer. Elle s'était installée dans cette maison, comme on rentre chez soi après une longue errance. Chaque objet y avait une âme, une couverture brodée, que Clarisse avait cousue dans sa jeunesse, qu'elle avait retrouvée parmi ses affaires. Un bol en céramique ébréché que Ringo refusait de quitter. Une lettre de remerciement d'un ancien patient. Et cette photo, toujours la même, posée sur la cheminée. Clarisse tenant un nourrisson invisible, le regard tourné vers un futur qu'on lui avait volé. Ringo vieillissait, il marchait plus lentement, dormait davantage. Mais il restait le même chien fidèle, gardien des silences passés. Claire lui parlait souvent, le soir, comme à une personne. Elle lui racontait ses souvenirs, ses peurs, ses projets. Elle lui lisait même les lettres de Clarisse à haute voix, comme pour les graver dans le temps. Un jour, en triant de vieux dossiers de l'hôpital, elle retrouva le carnet de formation d'une jeune aide-soignante. Elle s'arrêta sur une page annotée avec soin. L'écriture lui était familière, et pour cause, c'était celle de Clarisse. Lors de sa jeunesse, bien avant d'être femme de ménage, elle avait tenté de suivre une formation en soins infirmiers, abandonnée faute de ressources et de soutien. Elle avait eu ce rêve, elle aussi, soigner, aider, être utile, ce rêve que Claire avait accompli sans savoir qu'il venait d'elle. C'était là, le vrai héritage. Quelques semaines plus tard, Claire retourna à Lyon, pas pour reprendre son poste, mais pour inaugurer quelque chose. Elle avait réuni ses anciens collègues, la direction de l'hôpital, quelques journalistes et habitants du quartier. Dans une petite salle réhabilitée du centre hospitalier, elle dévoila une plaque en métal gravé, « Salle Clarisse Dossou », pour celles et ceux que le silence a fait disparaître. Dans son discours, elle dit « Cette salle est dédiée à ceux qu'on n'a pas entendus, à celles qu'on a jugées sans jamais leur tendre la main, à tous ceux qui ont été rayés des registres, mais jamais du cœur de ceux qui savent aimer. » Elle expliqua l'histoire, sans pathos, avec force. Et à la fin, elle cita cette phrase retrouvée dans le journal intime de Clarisse à demi effacée, « Même si le monde me refuse, j'aimerais jusqu'au dernier souffle. » Ce soir-là, de retour chez elle, Claire sortit sur la terrasse. Le ciel était clair, plein d'étoiles. Ringo dormait paisiblement à ses pieds, le museau tremblant de rêves invisibles. Elle regarda le ciel et murmura « Maman, je ne te laisserai plus jamais être oubliée. » Elle rentra, s'assit à son bureau et commença à écrire. Non pas un dossier médical, pas une thèse, mais un livre, son histoire, celle de Clarisse, celle de toutes les mères séparées de leurs enfants, celle de toutes les vérités qu'on a muselées. Le premier mot fut « Il neigeait sur Lyon » et dans le silence qui suivit, une page se tourna, pas pour oublier, mais pour transmettre. Parce que l'amour, le vrai, celui qui résiste à la honte, au silence et au temps, laisse une empreinte indélébile. Et parfois, il a le visage doux d'une mère oubliée et le regard fidèle d'un chien qui a attendu sous la neige. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Claire? Auriez-vous eu la force de pardonner, de tendre la main à un passé qu'on vous avait arraché? Auriez-vous su écouter ce silence, si lourd, qui hurlait pourtant une vérité si simple? L'amour d'une mère ne meurt jamais. Cette histoire, c'est celle de milliers d'âmes perdues dans les couloirs de l'oubli, de liens brisés par la peur, les jugements ou le silence. Mais c'est aussi une histoire d'espoir, car parfois, même après des décennies de nuit, une seule étincelle suffit pour rallumer la lumière. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous comme un écho de quelque chose de vrai, alors abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait. Ensemble, faisons vivre ces récits qui nous rappellent ce que signifie vraiment être humain.